Donc nous, ce qui nous intéresse de manière générale, c'est un peu de dresser le panorama de toutes les alternatives monétaires qui ont un peu émergé à la suite de la crise de 2008 surtout, hein. Donc ça peut être plein de choses différentes, hein. C'est le Bitcoin par exemple avec le papier de Nakamoto, c'est des projets comme en Suisse ou en Islande, j'en retoucherai 2 mots plus tard, et la monnaie libre qui est un autre exemple, ou les monnaies locales. Donc nous, on est partie prenante d'un projet de recherche sur les monnaies locales, et c'est dans ce cadre-là en fait qu'on a rencontré Millicent justement. Et du coup, voilà, c'était pour vous dresser un peu notre intérêt de recherche générale. Voilà, c'est toutes ces petites choses qui sont en train d'émerger, qui viennent remettre en cause en fait l'existant en termes de système monétaire. Je précise aussi qu'on n'est pas là pour vous dire ce qui est le plus désirable, mais on veut d'abord essayer de faire le point sur les connaissances économiques et anthropologiques sur la monnaie. Et après, si vous voulez qu'on discute qu'est-ce qui est le plus désirable selon vous et qu'on vous donne notre point de vue sur certaines questions, on le fera. Mais c'est d'abord essayer de poser des choses pour qu'on puisse avancer sur 3 questions, enfin 3 thèmes qui sont liés à la monnaie qui sont très importants. Bon, d'abord, la nature de la monnaie, qu'est-ce que c'est, son rapport à la dette, puisque ça pose question souvent, à la souveraineté, d'accord, et à la confiance. C'est ces 4 concepts un peu qu'on va essayer d'articuler pour que vous compreniez de quoi on vous parle. Voilà. C'est moi qui commence ? Allez, vas-y. Ah bon. Donc d'abord, un premier point, c'est qu'est-ce que c'est que la monnaie ? Vous savez qu'il y a des formes monétaires qui existent depuis des temps immémoriaux, en fait. Les premières formes monétaires qu'on trouve, c'est moins 5000 avant Jésus-Christ. D'accord ? On a déjà à Sumer, Babylone, etc., des formes monétaires, d'accord, qui existent d'ores et déjà. Et même dans ce qu'on pense, qu'on décrit souvent comme étant des sociétés de troc, ce n'est pas du troc. Ce sont des sociétés monétaires, d'accord, qui ont des formes de monnaie particulières, mais des sociétés sans marché, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que d'abord, la monnaie ne naît pas pour résoudre des problèmes de marché. La monnaie, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être en fait une forme de métrique des obligations et des droits. D'accord ? À un moment donné, dans les sociétés communautaires, eh bien, toutes les sociétés, dont les sociétés communautaires, fonctionnent sur des relations d'obligation, d'interdépendance. Et quand l'équivalence, si je puis dire, des obligations et des droits n'est plus respectée, eh bien, on va utiliser un signe qui va quantifier, en quelque sorte, ces formes d'équivalence de droits et d'obligations. Et la dette, ça n'est rien de plus que l'obligation monétisée. C'est-à-dire que toute société fonctionne sur l'obligation. Et toutes les sociétés fonctionnent sur une forme de dette primordiale. C'est-à-dire que la société, elle est une totalité sociale, d'accord, qui a ses propres institutions, ses propres règles, et elle s'est donnée, en quelque sorte, chaque membre de la société a l'obligation de participer, de respecter les règles de la société. Et donc, il y a une forme de dette primordiale des individus quand ils viennent à la naissance par rapport à cette totalité qu'est la communauté et la société. D'accord ? Cette dette n'est jamais remboursable. Et d'ailleurs, elle n'est jamais remboursée. Ce qui circule, ce ne sont pas cette dette primordiale, ce sont les dettes interindividuelles, qui sont donc des relations d'obligation qui n'ont pas été, qui ont, si je puis dire, été inégales à un moment donné. Alors, dans les sociétés dites primitives, mais c'est un très mauvais mot, mais tribales, disons, les monnaies, à la différence de nos monnaies modernes, visent à faire des échanges en haut de, non pas égaux, mais pour montrer en fait que les échanges ne peuvent jamais être égaux. En fait, c'est un signe qui va montrer que quand il va y avoir des échanges interfiliales, enfin, entre les familles, d'accord, au-delà de la sphère domestique, si vous préférez, eh bien, ça va signifier quelque chose qui est très difficilement mesurable. La transformation va avoir lieu, c'est dans les travaux, si vous êtes intéressé, de Graeber, hein, un anthropologue américain, David Graeber, qui va montrer en fait que progressivement, la dette va se transformer
et la monnaie va se transformer de nature pour signifier maintenant 1 euro, c'est 1 euro, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que les choses vont se quantifier et vont, d'une certaine façon, se rigidifier. Avant, on fonctionnait sur des obligations non quantifiables, et petit à petit, on est entré sur des obligations quantifiables. Et qu'est-ce que c'est que la monnaie? Ça va être ce signe, ce symbole, qui quantifie ses droits et ses obligations. Et quand vous pouvez utiliser un signe monétaire, ça veut dire que vous avez annulé l'obligation que vous aviez vis-à-vis de l'autre. Dans les sociétés traditionnelles, entre guillemets, l'obligation n'est jamais remboursée. C'est-à-dire que, comme on ne quantifie pas, on ne peut pas sortir des relations de réciprocité. Elles sont éternelles, et d'ailleurs, ce qu'on vise, ce n'est pas acheter des biens, mais c'est reproduire du lien. D'accord? S'assurer que l'autre sera toujours un ami. D'accord? C'est ça qui est échangé, et ces systèmes fonctionnent sur le don contre don. C'est-à-dire qu'on va donner quelque chose, et au bout d'un certain temps, on va nous rendre. D'accord? Mais jamais avec, si je puis dire, l'obligation de rendre exactement ce qui a été donné. Avec la monnaie moderne, bon, qui apparaît comme il y a très longtemps, hein, je dis moderne, c'est avec des guillemets, hein, on va échanger entre des personnes qui sont des anonymes, en quelque sorte, qui n'ont pas de relation communautaire directe, avec l'obligation, par contre, de rembourser exactement ou dans les mêmes proportions que ce qui a été donné, voire avec un gain quand il y a un taux d'intérêt. D'accord? Ce qui fait que la dépendance change, on n'est plus du tout dans des relations d'obligation qui ne s'éteignent jamais. La monnaie va inscrire le mythe que l'individu peut être libre. C'est-à-dire qu'il va pouvoir sortir, liquider sa relation avec l'autre. Et donc, les relations deviennent impersonnelles, d'accord, puisque la monnaie devient acceptée par tout le monde de cette façon-là. Alors, qu'est-ce que c'est finalement? Donc, vous voyez que c'est une forme de créance absolue, hein, la monnaie, qui naît d'une forme de dette primordiale, d'accord, une créance absolue sur les obligations que j'ai vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'avec celle-là, je peux éteindre les relations de dette que j'ai avec les autres. Et ça pose la question, évidemment, de la manière dont cette monnaie va être instituée. Et donc, la manière dont la monnaie va être instituée, ça va poser la question de la souveraineté que vous avez présenté, Léo, puis la confiance. Donc, au niveau de la souveraineté, enfin, pour donner une vision un peu générale, la souveraineté, ça serait une capacité d'une communauté à s'autodéterminer, hein, donc à décider collectivement d'un destin, etc., et de se donner des règles, des lois, entre guillemets, hein, qui permettent de vivre ensemble, hein, pour le dire très trivialement. Et donc cette idée de souveraineté, si on la met en lien avec cette question de monnaie, si on parle de souveraineté monétaire, ça serait donc l'idée qu'une société décide collectivement, des règles du jeu monétaire, en fait, si vous voulez, hein. Donc l'idée de dire, on va définir par la loi, ou en tout cas par des règles qui sont communément admises dans la société, comment on crée de la monnaie et comment elle circule finalement entre les membres de cette société. Mais vous voyez que quand on pose ça, on n'a finalement pas dit grand-chose, hein, parce qu'il y a 1 milliard de façons de définir comment on va créer de la monnaie et comment elle va circuler entre des gens, d'accord? Donc c'est pas du tout une façon de fermer le champ des possibles théoriques, c'est plutôt une façon de l'ouvrir, hein. Quand on pose les questions dans ces termes-là, on dit qu'il y a un phénomène général qui est celui de la souveraineté, mais qu'après il peut s'appliquer sous un tas de formes très différentes. Donc pour en revenir à la question monétaire et ces questions de règles du jeu monétaire, il faut donc voir cette idée selon laquelle des règles du jeu ont été définies à un moment donné d'une certaine manière, ou en tout cas elles se sont instituées comme telles, mais ces règles du jeu-là, elles ne sont jamais données une fois pour toutes. C'est quelque chose qui est sans cesse soumis à une remise en cause, en fait. Et on le voit bien justement après les grandes crises, comme par exemple après la crise de 29 ou la crise de 2008, qui sont des moments où finalement tout est tellement chamboulé qu'on en amène à remettre en cause des règles du jeu qu'on a totalement incorporées, en fait, depuis très longtemps, depuis des générations même, en fait, hein. D'une certaine manière, on arrive à remettre ça en cause. Donc cette idée que je voulais développer sur la souveraineté, pour aller vite, c'est de dire que la monnaie, c'est quand même toujours un compromis politique, une sorte de consensus, je dirais, même si ce n'est pas tout à fait le terme, parce que c'est un consensus qui peut être tout à fait subi. Dans le sens, et c'est quelque chose que développent beaucoup d'auteurs comme Glietta ou Orléans, par exemple, qui sont des auteurs qu'on qualifie de institutionnalistes, dans le sens où cette acceptation des règles du jeu, elle est souvent contrainte.
Ils ont vraiment ce terme, hein, ce concept d'acceptation contrainte. L'idée, c'est de dire, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec les règles du jeu monétaire, ce qui est, je pense, le cas de beaucoup de gens ici et même de beaucoup de gens qui s'intéressent en fait à la question monétaire de manière générale. Donc je reprends, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec ces règles du jeu, ou voire même si on n'est pas du tout d'accord avec ces règles du jeu, on est quand même sommé de les accepter dans une certaine mesure. Dans le sens où pour ne pas être exclu de la sphère des échanges, on est obligé de continuer à utiliser l'euro par exemple, qui est aujourd'hui la monnaie dominante en France. Donc on est quand même contraint d'utiliser cette monnaie et les règles du jeu qui vont avec, quand bien même on n'est pas d'accord. Mais vous voyez qu'en germe, si vous voulez, on a déjà là cette idée que du coup on peut faire changer les choses et les faire évoluer. Et on y reviendra plus tard sur les différentes stratégies qu'on peut utiliser pour faire évoluer les règles du jeu monétaire. Mais je voulais vraiment insister sur cette idée que c'est un compromis sans cesse remis en cause qui est en fait en permanence réinstitué, d'accord, en fonction de, j'ai envie de dire, donc des forces politiques qui sont à l'œuvre, hein, bien sûr. Ça, c'est ce qu'on j'appellerait plus tard la voie institutionnelle, la voie par le haut, mais aussi par les actions militantes, entre guillemets, par le bas. Et en fait, il y a ces deux canaux-là qui sont des moyens de déformer les règles du jeu monétaire. Donc ça peut se faire de manière très progressive, on pourrait dire de la réforme, entre guillemets, hein. On va amender quelques petites règles du jeu monétaire, on va changer quelques petites bricoles à gauche, à droite, par exemple les accords de Bâle après la crise de 2008, voilà, on va créer des nouveaux ratios, on va un petit peu agrémenter la réglementation bancaire, etc. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler de la réformette, hein, de modifier les règles du jeu monétaire vraiment à la marge, et ça peut être aussi des remises en cause beaucoup plus larges. C'est un peu ce que défendent notamment, voilà, par exemple la monnaie libre, on pourrait parler plutôt de révolution, pour l'opposer à l'idée de réforme, hein, des changements qui sont d'une ampleur beaucoup plus grande. Et on verra que voilà, après la question c'est quelles sont les conditions de possibilité, est-ce qu'elles sont réunies en tout cas à l'heure d'aujourd'hui pour faire évoluer plus ou moins drastiquement justement ces règles du jeu monétaire. Et on verra, juste je passe le mot après sur la notion de confiance, mais que donc cette souveraineté elle est primordiale mais elle ne suffit pas à instituer la monnaie. On le voit bien avec l'exemple des assignats. Par exemple, il ne suffit pas d'avoir le pouvoir pour imposer une monnaie. Il faut aussi que cette monnaie elle génère en tout cas une certaine confiance dans la communauté des utilisateurs qui vont la faire circuler en fait, d'accord. Et l'exemple des assignats, il est très parlant à ce niveau-là. C'est un moment où l'État a voulu imposer une monnaie et qu'elle a été massivement rejetée en fait parce que les gens n'avaient pas confiance dans ce médium monétaire. Donc voilà un début pour la question de la confiance, qui est le troisième pilier. On a parlé de la dette, de la souveraineté, et la confiance, c'est un peu le troisième étage de cette imbrication de concepts. Oui, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, ça n'est au fond que de la confiance. Ça n'est qu'une croyance collective dans la valeur d'un signe. C'est qu'à un moment donné, les gens croient que le billet de 1 euro, ou même l'écriture comptable qu'il y a sur votre compte en banque, vaut la valeur qui est écrite. Un point, c'est tout. Pourquoi vous le croyez? Vous le croyez parce que les autres croient que ça marche, et les autres croient que vous croyez que ça marche. Et ça fonctionne un petit peu sur un processus qu'on appelle mimétique. C'est-à-dire que les autres vont utiliser ce bien-là. Si vous savez qu'il est accepté par les autres, il a donc une propriété dite de liquidité. Il est désiré par les autres. Ce qui veut dire que si vous arrivez à vous l'accaparer, vous allez être en situation vous-même liquide, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acquérir les autres objets, les autres formes de richesse qui existent sur le marché ou dans la société. Donc, ce qui se passe de façon dominante, c'est qu'on a un processus en général mimétique qui va se focaliser petit à petit vers un signe unique dans une communauté donnée. Une certaine communauté de paiement va avoir confiance dans un fétiche. Un fétiche, c'est un objet magique dont on pense qu'il a des propriétés en tant que tel, alors que ces propriétés-là n'existent que parce que la société les lui a données, les lui a instaurées. Alors il faut voir qu'il y a 3 formes de confiance qui structurent la monnaie. D'abord, il y a ce qu'on pourrait appeler une confiance méthodique. Vous pouvez, si vous voulez comprendre, disons la confiance économique, je mets des guillemets. Hein. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si vous voyez que le commerçant accepte les chèques, eh bien, vous utilisez les chèques. Parce que, grosso modo, ça marche.
D'accord ? C'est un calcul basique sur les routines de paiement. Je vois que les autres acceptent la June, eh ben, je vais utiliser la June. D'accord ? Pourquoi pas ? Ça, c'est le niveau basique. Seulement, en général, ça ne suffit pas pour maintenir la confiance dans la monnaie. Le plus souvent, ça ne fonctionne pas. Vous avez besoin de 2 autres étages, historiquement, de confiance pour que la monnaie se stabilise, en quelque sorte. Donc il y a une dimension hiérarchique, et là on revient à la question de la souveraineté, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des institutions, ou des organisations plus précisément, qui assurent que l'acceptation horizontale des espèces, d'accord, ou des moyens de paiement, soit garantie par une tierce personne ou une tierce institution qui assure que si jamais il y en a un qui n'est pas d'accord, bon, il dit, excusez-nous, on a défini des règles collectivement de façon souveraine, il faut les faire respecter. D'accord ? Le billet de 100 € vaut 100 €, donc vous n'êtes pas d'accord, ben, excusez-nous, ça ne marche pas comme ça. C'est là aussi pourquoi, c'est pour garantir aussi le fait que comme ça ne fonctionne que sur de la confiance, et que la confiance, vous le savez, c'est friable, ce n'est qu'une croyance, eh bien que si vous avez l'impression qu'il y a le papa là-haut, le Dieu ou la Banque centrale, c'est la même chose. Tout ça, c'est la même chose. D'accord ? Qui sera là pour protéger, garantir, sécuriser si quelque chose ne se passe pas bien en bas, eh bien, ça a un effet de sécurisation, de croyance, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous croyez que la Banque centrale sauvera les banques privées, votre banque, en cas de difficulté de la banque, vous avez moins tendance à aller chercher vos espèces. D'accord ? Par contre, si vous croyez que la banque en question ne sera pas sauvée et qu'en plus de ça, elle a des difficultés financières, qu'est-ce que vous allez chercher ? Vous allez retirer votre pognon de la banque, vous avez bien raison, vous allez avoir des billets, et les dépôts à vie vont disparaître, en fait, concrètement, de cette banque. Okay ? Donc c'est pour vous montrer le caractère friable de la confiance. Et que là, on a instauré, dans les systèmes dits modernes, un étage de confiance hiérarchique via les banques centrales, comme vous le savez. Mais ça ne suffit pas encore. Il faut une 3e dimension de la confiance, qui est ce qu'on appelle la confiance éthique. C'est en gros qu'il y ait un accord à peu près acceptable par tout le monde, avec toutes les nuances que Léo a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'accepter, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord à 100%, mais qu'au moins les règles d'émission monétaire ne soient pas complètement délirantes, que ça ne se fasse pas dans des conditions complètement folles, etc. Moyennant cela, le système monétaire peut être plus ou moins stable, relativement stable pendant longtemps. Ça ne veut pas dire éternel, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des évolutions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des crises. Mais en tout cas, c'est des conditions nécessaires non suffisantes, pour qu'un régime monétaire puisse exister. D'accord ? Donc on en vient, avec ces histoires-là, je ne sais pas où on en est là. Oui, pardon. Je reviens à Graeber tout à l'heure, sur l'histoire, vous vous rappelez, vision anthropologique de la monnaie. Donc Graeber montre bien qu'il y a différentes formes de monnaie, ce que vous savez aussi, et que selon les étapes, selon les périodes, on a eu de la monnaie métallique ou de la monnaie dite purement fiduciaire. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que toute monnaie est purement fiduciaire en réalité. Même la monnaie métallique, l'or, l'argent, ce n'est que du pur fidus, la pure confiance. Simplement, ce qui s'est passé, pourquoi à des périodes on a plus de monnaie métallique versus de la monnaie dette, comme vous l'appelez souvent, c'est parce que dans les périodes de très grande violence, de très grande instabilité politique, on va user d'un médium monétaire qui soit apparemment inviolable. Je mets bien sûr apparemment, puisque ce n'est que de la croyance. L'or, l'argent, etc., par exemple. Donc, les périodes où, par exemple, la monnaie, je veux dire, métallique s'est répandue de façon très importante, c'est pendant l'Antiquité, l'âge axial. C'est des périodes de violence absolument incroyables, de guerre perpétuelle entre les cités grecques, etc., le monde romain, etc. Bon. Donc là, à ce moment-là, on va utiliser énormément les espèces monétaires qui vont énormément disparaître pendant le Moyen-Âge. On va revenir à de la monnaie très abstraite. Bien souvent, il n'y a quasiment plus
de pièces de monnaie qui circulent, et ce sont des entrelacs de dettes qui circulent parce que c'est la confiance locale au sein du village sur le fonctionnement, etc. Et donc vous comprenez d'où vient, implicitement, la monnaie dite dette. En tout cas, ce que la théorie de la relativité de la monnaie appelle la monnaie dette. Bon. La monnaie dette, ça n'est pas une invention des banques. C'est tout simplement le fait que, si jamais j'ai confiance dans Léo, parce que Léo est quelqu'un de sympathique, et qu'en plus de ça, il est très connu. Il a accumulé un capital symbolique très important. Vous avez tous confiance en Léo, j'espère. Il est quand même, c'est un beau jeune homme, il est jeune, il est sympathique, dynamique, etc. Il a un beau sourire. Hein. Bon, si jamais Léo me fait un prêt, ou alors inversement, plutôt l'inverse, on va se dire, bon, c'est quelqu'un qui vaut quelque chose. Donc si une tierce personne utilise la reconnaissance de dette que j'ai vis-à-vis de Léo, il va se dire, mais en fait, cette reconnaissance de dette est équivalente à de la monnaie, puisque je sais que Léo, c'est quelqu'un de fiable. Donc le truc peut circuler comme ça. Alors l'exemple typique, donc là, vous ne me croyez pas quand je vous dis ça, mais pendant une période difficile de l'histoire, mais qui malheureusement semble revenir à un grand galop, pendant l'Allemagne nazie, j'ai passé le point de Goodwin, excusez-moi, mais il fallait faire un moment ou un autre. On a instauré ce qu'on appelle les bons méfaux. Alors, qu'est-ce que c'était les bons méfaux? Ce qu'on appelle aujourd'hui la monnaie fiscale. C'était quoi? C'était une sorte de dette de l'État vis-à-vis des citoyens qu'on a donnée à tous les citoyens allemands. Enfin, je ne sais plus comment s'est fait la distribution, mais en tout cas, on l'a donnée à une partie des citoyens allemands. Et on disait, bon, l'État est endetté vis-à-vis de vous, mais vous pouvez utiliser le bon méfaux pour payer les impôts. Pour payer la TVA, pour payer l'impôt sur le revenu. Du coup, le bon méfaux, qu'est-ce que c'est devenu? Si vous savez, en tant que commerçant, que vous pouvez utiliser le bon méfaux pour payer vos impôts, vous allez pouvoir utiliser le bon méfaux pour acheter des biens et des services. Et donc, le bon méfaux, qui était une dette, est devenu de la monnaie. Et c'était une dette qui, du coup, n'avait plus de fonction de dette, puisque comme elle était utilisée comme pure monnaie, on n'allait pas verser, si je puis dire, des intérêts sur les bons méfaux. Et donc, le truc, en plus, a été inventé presque par hasard. C'est-à-dire qu'on s'était dit, bon, puisqu'il y avait des grandes difficultés pour l'Allemagne à cette époque, il y avait les conditions du traité de Versailles et des difficultés économiques et financières très importantes, on dit, bon, il faut qu'on arrive à financer la guerre. Bon, d'abord, c'était pas le but, ça ne nous intéresse pas, hein, mais c'est pour vous dire un peu le délire, quoi. Voilà, le contexte. Bon. Et donc, bon, on va essayer d'utiliser ça, on n'a plus de monnaie. Voilà, le Deutschmark a disparu. Enfin, c'était quoi? C'était le Reichsmark. Reichsmark était mort. On émet des bons méfaux. On ne dit pas que c'est de la monnaie. C'est pas de la monnaie. Mais on dit, oui, vous pouvez l'utiliser pour payer les impôts. Donc, ça devient de la monnaie. D'accord? Donc, il y a quelque chose d'assez formidable. Formidable, point de vue, mais en tout cas, fascinant, dans le côté fétiche de l'instrument monétaire. C'est-à-dire qu'on peut faire de la création monétaire de différentes façons. D'accord? Ça ne dépend que de la confiance dans les institutions qui font cette création monétaire. Alors évidemment, elle peut être capturée par certaines institutions qui vont l'utiliser à bon ou mauvais escient, bien entendu. Donc le système monétaire contemporain, comme vous le savez, est un système hiérarchisé. C'est-à-dire que concrètement, nous pouvons tous émettre de la monnaie ici. Hein. Simplement, nous n'avons pas le même capital symbolique que la Banque centrale européenne ou que Goldman Sachs ou la Société Géniale. D'accord ? Elles ont un capital symbolique plus important parce que vous croyez que les banques ont des trésors dans les coffres. Ce qui n'est pas vrai. Hein. Il n'y a pas de trésor dans les coffres. Bon. Mais on croit qu'elles ont un crédit. D'ailleurs, le crédit, c'est bien ce que c'est. Crédit, c'est credo. Vous croyez que elles ont un pouvoir particulier. Et vous croyez qu'elles ont un pouvoir particulier parce que aussi vous croyez que la Banque centrale a un pouvoir particulier sur ces banques, etc. Donc il y a tout un système hiérarchisé. Et donc la création monétaire, comme vous le savez certainement, fonctionne aujourd'hui à très grande majorité, à 90%, par le crédit bancaire. C'est-à-dire que quand
une banque où vous allez négocier un crédit auprès de votre banque commerciale. Elle vous dit d'accord, bon, on va regarder quand même la nature du projet, dire bon, on vous colle un taux d'intérêt X% parce que vous avez une sale gueule, bon, d'accord, merci. Et le crédit, qu'est-ce que c'est? C'est une ligne de compte qui est, enfin une ligne qui est rajoutée sur l'ordinateur ou sur le document comptable, à votre crédit, au débit de la banque, et en même temps au crédit et au débit inversement. C'est-à-dire que les deux comptes sont crédités et débités en même temps, en quelque sorte. D'accord? Et donc c'est ça la création monétaire scripturale. Et cette création monétaire scripturale, elle est en réalité... alors, elle peut être assez importante, hein, bien sûr, hein, c'est l'essentiel de la création monétaire, mais elle est quand même contrôlée. C'est-à-dire qu'il y a des règles, bon, comme vous le savez probablement, des réserves obligatoires que les banques privées sont obligées d'avoir auprès de la Banque centrale. Elles doivent avoir un certain pourcentage de billets dans les coffres pour des raisons de liquidité. Hein, ce n'est pas du tout parce qu'elles le souhaitent, c'est simplement des histoires réglementaires. Ou parce qu'elles font un calcul selon la moyenne des paiements, des retraits en guichet, etc. On dit, bon, ben, on a besoin que d'avoir uniquement X% de billets par rapport au dépôt. Bon, bref, ce genre de calcul. Oui. Les réserves fractionnées, c'est combien en France? On doit avoir impérativement... Je crois que c'est 1%. C'est à peu près 1 ou 2%. 1 ou 2%? 2%, je pense. Alors, faire attention parce qu'on confond souvent les réserves obligatoires et ce qu'on appelle les réserves fractionnaires. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose. Alors déjà, réserve fractionnaire, c'est une terminologie qui vient d'une école de pensée particulière ultralibérale qu'on appelle l'école autrichienne, qui s'imagine qu'on a d'abord passé de l'étalon or, puis l'émission de billets, etc. Et que, en fait, c'est toujours de la fausse monnaie, d'une certaine façon, de faire circuler des billets de banque par rapport à l'or, par exemple. Bon, si vous avez bien compris ce que je vous dis, toute monnaie est fausse. Hein. Elle est à la fois vraie, d'accord? Elle n'est vraie que parce que vous croyez qu'elle n'est pas fausse. D'accord? C'est tout. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Si vous changez de religion, tous, là, bon, ben, l'euro ne vaudra plus rien. Hein, c'est pas grave. Bon, c'est la vie. Hein. Bon, ça pose quelques difficultés, mais il va falloir trouver une autre religion. Hein, ce sera peut-être le dollar, ce sera peut-être le juin, je ne sais pas. Quelque chose, quoi. Hein, voilà. Bon. J'ai perdu le fil, hein, bien sûr, parce que j'ai un peu déliré. Voilà, alors, oui, donc sur la dette. Donc vous avez compris, donc on crée de la monnaie via le crédit, hein, qui est une forme de dette. Mais il faut faire attention. On peut évidemment faire des régimes de création monétaire qui ne reposent pas nécessairement sur la dette. D'accord? C'est le projet, si j'ai bien compris, de la June. On vous parlera peut-être, bon, c'est aussi par la dette, mais du quantitative easing for people qui est un peu différent dans ses modalités. Bon, on peut imaginer plusieurs régimes de création monétaire. Le tout, c'est que les institutions fonctionnent à peu près correctement, que les gens y croient à peu près. Voilà. Attention, ce n'est pas parce qu'on supprime ce que vous appelez la monnaie dette que vous supprimez la dette. Dans toute société, il y a des dettes. Et il y a une contrainte macroéconomique aussi qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'à tout moment donné, dans l'économie, il y a des gens qui ont une épargne. D'accord? C'est-à-dire qui ont moins dépensé que l'intégralité de leurs revenus. Mécaniquement, ça génère le fait qu'il y a des agents qui sont à besoin de financement. C'est-à-dire qui ont plus de dépenses que de revenus. C'est-à-dire qui sont endettés. Si, évidemment, personne n'épargnait, effectivement, on pourrait imaginer un système où il n'y avait pas de dette. C'est très compliqué. Hein. Mais en tout cas, ça pourrait, sur le papier, dans une probabilité très faible, il y aurait. Donc il ne faut pas s'imaginer... Attention, hein, c'est là où je veux en venir, c'est que ce n'est pas parce qu'on supprime la création monétaire par les banques, d'accord? Par exemple, on impose un 100% monnaie, ou même on supprime les banques, qu'on supprime la dette. Et la dette publique ne disparaît pas parce qu'on a supprimé les banques. Quand, par exemple, si jamais qu'est-ce que c'est la dette publique? C'est simplement que les dépenses publiques sont supérieures aux rentrées fiscales. Comprenez bien. Donc, ce n'est pas parce que vous changez ça que ça disparaît. Il y a un besoin de financement de l'État à un moment donné. La modalité avec laquelle ce besoin de financement est comblé peut être par création monétaire ou pas.
Et ça dépend des règles du régime monétaire et financier qu'on décide. De la même façon, je supprime le capital symbolique des banques. Mais Léo, vous avez vu, il est toujours sympathique. Il est toujours aussi sexy. Et tout le monde y croit. Ça peut revenir très vite, cette histoire de monnaie-dette, même si on a instauré un nouveau régime. Parce qu'il suffit qu'à un moment donné, il y ait une capture symbolique, du pouvoir symbolique, de la croyance, du credo, pour que ça refonctionne. La reconnaissance de dette envers Léo peut fonctionner comme monnaie si tout le monde croit en Léo. Léo est un dieu. Et d'ailleurs, j'ai trop parlé et comme je dois m'incliner devant mon dieu. Voilà, merci. Alors, du coup, pour en revenir à nos moutons, on va un peu parler de la June quand même. Et je vais parler un peu de Positive Money aussi au passage, puisque c'est quelque chose que je connais un peu mieux que la June d'ailleurs, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps. Je suis pas on a d'ailleurs, je peux dire, on n'a pas la prétention d'être des grands connaisseurs et de venir faire la leçon. On est plutôt là dans une optique de discussion. Juste avant de revenir sur la June, donc je rappelle, on a un peu insisté sur le fait que la monnaie, ça a fait entrer ces trois concepts de dette, de souveraineté et de confiance, et que quel que soit finalement le système qui est mis en place par telle ou telle communauté, on devra toujours penser quand même ces trois éléments. Et donc après, plus de manière pratique, si on s'intéresse à une alternative monétaire en particulier, il convient de se poser la question finalement de ces conditions de possibilité, les conditions de possibilité qui peuvent permettre son développement et qui peuvent lui permettre éventuellement de devenir hégémonique au sein d'une communauté donnée. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'on a donc à l'heure actuelle une monnaie dominante, l'euro, et on a tout un tas d'alternatives monétaires qui existent. Donc j'en ai cité 2-3, le Bitcoin, Positive Money, la monnaie libre, etc. Et toutes ces alternatives monétaires sont elles-mêmes ensuite en concurrence entre elles. Vous voyez, il y a une sorte de concurrence des monnaies, quoi. Et donc la première étape quand on veut essayer de faire diffuser une monnaie, je dirais que c'est un temps pédagogique. Donc c'est d'abord essayer de bien expliquer ce qu'on veut faire, de bien faire comprendre comment fonctionnerait tel ou tel système, et c'est quelque chose, je crois, sur lequel vous insistez pas mal, la monnaie libre, notamment sur les réseaux sociaux. Moi, c'est là que je vous ai trouvé. Donc ce temps pédagogique, après, voilà, plus on insiste sur la pédagogie, mieux on a de chances de faire comprendre son projet et de pouvoir le porter politiquement pour le faire advenir un jour. Donc ça, c'est vraiment une étape clé qui est un préliminaire à tout développement d'une monnaie un jour à une échelle, on pourrait dire, relativement grande, que ça peut être par exemple nationale, quoi. Une échelle nationale, ça commence à être une échelle assez sérieuse, voilà, pour une monnaie. On n'est plus dans juste une monnaie complémentaire ou une monnaie locale quand on arrive à ce seuil critique, on pourrait dire, d'adoption d'une monnaie. Donc l'idée, quand on s'intéresse à la June, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aurait un petit peu, et en fait à la June ou à n'importe quelle alternative monétaire, c'est qu'il y a un peu deux stratégies finalement, du coup, pour les diffuser et pour les faire se développer. Il y a une voie qu'on pourrait appeler, je disais, la voie institutionnelle, qu'on pourrait appeler la voie par le haut en fait, et qui reprend un peu ce que je vous disais sur la souveraineté. C'est de dire, les règles du jeu monétaire, elles sont définies par des communautés souveraines. Donc là, première chose, comment s'expriment ces souverainetés? Ça dépend des communautés. Il y a la démocratie représentative chez nous aujourd'hui. Elle vaut ce qu'elle vaut, c'est ce qu'on a pour l'instant. Mais dans d'autres communautés, à d'autres moments de l'histoire, il y a eu d'autres façons d'exprimer cette souveraineté, démocratie directe ou je ne sais quel pouvoir totalitaire, etc. Tout ça, encore une fois, il y a tout un tas de modalités à chaque fois. Il ne faut pas prendre les concepts comme s'il n'y avait qu'une seule possibilité. Donc, je disais, la voie par le haut, c'est donc finalement prendre le pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire arriver à faire une coalition au sein d'une communauté qui soit assez grande pour être majoritaire et de par le fait majoritaire, arriver à imposer, si on veut, par le haut, entre guillemets, des nouvelles règles du jeu monétaire. À mon avis, ce n'est pas tout à fait la stratégie que poursuit la June actuellement. Et je ne pense pas que c'est une stratégie qui est la plus porteuse, en tout cas, en la matière. Après, ça, c'est un avis personnel, ça se discute. Pourquoi ? Parce que je ne vois pas aujourd'hui une coalition qui pourrait être suffisamment large, qui serait vraiment, voilà, à l'heure d'aujourd'hui. Encore une fois, c'est pas pour dire que c'est impossible. Je dis là, quand je regarde aujourd'hui l'état des choses, je vois pas une coalition, assez large au sein de la communauté qui serait vraiment centrée sur cette idée de monnaie libre et qui, voilà, se ferait corps, si vous voulez, autour de cette idée-là pour la faire porter sur l'arène politique, prendre le pouvoir et ensuite l'imposer par le haut.
pour faire le parallèle, c'est à l'inverse, c'est exactement la stratégie que suit par exemple Positive Money ou les défenseurs de ce qu'on appelle la monnaie souveraine. Donc ça, c'est des projets qu'on voit émerger beaucoup dans ce que j'appellerais des petits pays à forte culture démocratique. Donc j'entends par là l'Islande et la Suisse en fait assez récemment. Donc en Islande en 2015 par exemple, il y a eu le Premier ministre qui a fait une demande entre guillemets d'un rapport, d'un audit en fait sur d'autres possibilités de création monétaire, etc. Donc là, vous voyez que l'intention même, elle vient des forces politiques qui sont au pouvoir, mais aussi parce que bien sûr, en bas, ça bouge, qu'il se passe des choses à la suite de la crise financière et que les gens commencent à être mécontents, à avoir peut-être moins confiance aussi dans le système bancaire et financier. Et du coup, je vous disais, à remettre en cause ces règles. Et finalement, on retrouve ça dans la sphère politique et on essaye de le faire passer. Bon, il se trouve que c'est pas passé au niveau politique. Ça allait être voté au Parlement en 2016, je crois. Si je me dis 2016 ou début 2017, j'ai un petit doute. Je ne voudrais pas m'avancer trop. C'est pas passé, en l'occurrence, parce qu'il y a eu le scandale des... Enfin, c'est pas la seule raison, mais en partie parce qu'il y a eu le scandale des Panama Papers, où le Premier ministre islandais a été mouillé dedans avec sa femme, etc. Il y a eu un gros scandale politique. La majorité a été chamboulée et puis en fait on a refait des élections, on a refait une nouvelle assemblée et du coup ce projet est un peu passé à la trappe, vous voyez. Mais potentiellement là on était sur une stratégie vraiment de passage par le haut, quoi, de redéfinition des règles par les institutions politiques de la démocratie représentative, quoi. En Suisse il y a eu un référendum en juin dernier, qui n'a pas été concluant, ils ont fait je crois 25-30%, pareil je ne vais pas dire de bêtises, qui voilà, visait encore une fois, donc je ne l'ai pas dit, en fait j'aurais dû le dire avant, l'objectif de Positive Money, de la monnaie souveraine, c'est d'enlever ce pouvoir de création monétaire aux banques privées, aux banques commerciales, de le redonner à la banque centrale, donc quand même à une institution publique qui serait sous un certain contrôle démocratique, encore que ça se discute, comment on contrôle la banque centrale, etc. Ça c'est des points de détail un peu, mais... L'idée était quand même donc de rapatrier la création monétaire dans le domaine public. En Islande, c'est pas passé non plus. Ils ont fait un référendum, je disais, donc, qui a échoué assez largement. Mais au moins, on voit que c'est arrivé quand même sur la scène du débat politique et que c'est passé par les institutions existantes. Donc ça, c'est un peu la voie par le haut. Et je pense que c'est une voie qui est, à l'heure actuelle, pas encore ouverte, en tout cas pour la June, de ce que moi j'en vois. Mais encore une fois, c'est qu'un avis personnel. Donc moi, l'autre stratégie sur laquelle... je pense qu'il faudrait creuser plutôt de ce côté-là pour la monnaie libre. C'est la stratégie un peu par le terrain, quoi, par le bas. Et l'idée, ça serait donc de diffuser cette monnaie un peu à la manière des monnaies locales, des monnaies complémentaires en fait. Les installer dans le paysage monétaire sans attendre en fait de prendre le contrôle des institutions, etc. et de redéfinir par le haut. C'est-à-dire les installer dans le paysage et en se disant, en ayant toujours à l'idée cette chose sur laquelle Mathieu a beaucoup insisté, que la monnaie, c'est qu'une croyance, c'est que de la confiance. Et qu'à tout moment, il y a une crise financière ou une crise bancaire, une crise, on pourrait dire même monétaire, qui fait qu'on remet en cause la monnaie existante. Et à tout moment, on peut piocher dans une de ces alternatives qui est présente dans le paysage monétaire pour en faire une nouvelle monnaie, entre guillemets, dominante ou hégémonique. Donc vous voyez, la stratégie par le bas, c'est plutôt essayer de développer des réseaux de producteurs, de consommateurs, d'avoir une utilisation très concrète en fait de la monnaie et un peu rester à l'affût, se dire à tout moment ça peut péter et quand ça pète on verra qu'est-ce qui est le plus résilient d'une certaine manière. Et si on a créé dans le paysage monétaire des choses qui sont résilientes, qui résistent aux crises, eh bien c'est à ces moments-là de remise en cause profonde des choses où ces alternatives monétaires peuvent émerger, si vous voulez, et passer le stade qu'on appelle le stade du changement d'échelle. C'est-à-dire le stade où c'est plus juste on échange entre 2-3 copains, entre guillemets, pour schématiser, mais où le stade où on passe à quelque chose de plus large. Donc ça serait, je pense, la stratégie, à mon avis, qui est la plus opportune, la plus efficace, à mon avis, pour le type d'alternative qui est soutenu ici, quoi. Après, il y a quand même quelques limites, et c'est là où j'en viens à la difficulté voilà, que je vois quand même dans ces stratégies-là pour la June. Et je parle sous votre contrôle à tous, parce qu'encore une fois, je ne suis pas un grand expert. Mais de ce que j'ai bien compris, et je pense que on pense en fait à deux, que c'est l'obstacle principal à la diffusion de la June, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, pour entrer dans la communauté de paiement de la June, c'est ce qu'on avait vu, on en avait parlé un petit peu l'autre fois quand on s'était vu, c'est qu'il faut être en gros parrainé d'une certaine manière par un certain nombre. Alors vas-y, dis-moi tout de suite peut-être. Voilà. C'est pour percevoir le DU, c'est ça? C'est devenir soi-même créateur de la monnaie, donc avoir le dividende universel tous les jours, par exemple, il faut être certifié par 5 ans. Oui, voilà, c'était ça la nuance. Merci. Merci. Sans être certifié, sans être créateur. Donc on peut utiliser cette monnaie, mais on est en sorte de... comme s'il y avait une hiérarchie finalement du coup dans cette communauté monétaire. Il suffit juste de rencontrer les autres membres et donc de
correspond avec mes horaires à moi où je peux y aller. Je pense que c'est à la portée de n'importe quel être humain. Oui, oui. Je dis pas que c'est impossible. Je vais dire, ce que je vais essayer d'expliquer, c'est que ça peut être un frein. C'est pas pour dire que c'est impossible. Donc j'en reviens à les moutons. Donc on peut utiliser cette monnaie en effet, mais on n'est pas encore membre à part entière de cette communauté tant qu'on n'est pas, comme tu le disais, qu'on ne perçoit pas le dividende universel et qu'on n'est pas vraiment acteur à part entière de cette communauté. Vous voyez d'ailleurs pour la notion de souveraineté et de confiance, être membre à part entière d'une communauté, c'est à ce moment-là où on est vraiment actif et qu'on croit en cette monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc cette idée d'être parrainé en fait par 5 membres, ça permet donc de garder en fait un cercle, une communauté dans laquelle la confiance est maintenue de fait. Parce qu'en effet, si moi aujourd'hui je rentre dans votre communauté parce que 5 membres entre guillemets ont donné leur accord en amont, quoi, c'est parce que ils auront pensé que je suis quelqu'un qui est digne de confiance et que je peux rentrer. Donc c'est Léo Maher. Voilà, c'est moi, c'est comme il disait, c'est quand même normal. Non, on rigole. Mais donc c'est une façon c'est une barrière à l'entrée en fait, pour parler en termes microéconomiques même carrément là on pourrait dire. Donc en termes économiques c'est une barrière à l'entrée. Donc ça a des effets positifs, ça permet en gros de ne pas diluer si vous voulez trop vite la communauté et de garder ce qu'on a appelé la confiance éthique, en fait les grands principes sur lesquels cette communauté se fonde et se rejoint. Les grands principes on pourrait dire philosophiques, éthiques, etc. qui font que vous aspirez à créer quelque chose ensemble. Le problème si vous voulez c'est que ça freine un petit peu, je disais, donc la diffusion de cette monnaie, le fait qu'il y ait une barrière à l'entrée aussi peut-être aussi difficile à passer. Même si, bien sûr, hein, ce n'est pas impossible du tout hein, de rencontrer 5 personnes et de rentrer. Mais pour quelqu'un de lambda, si vous voulez, qui n'est pas déjà dans le milieu, qui ne s'est pas déjà renseigné sur Internet, sur qu'est-ce que c'est la TRM, mais qui c'est ce fameux Monsieur Laborde et tout ça, et qui n'est pas rentré dedans, qui n'a pas mis ne serait-ce qu'un orteil de pied encore sur votre terrain, bah là il se dit, oh là, déjà je comprends rien, et en plus il faut que je rencontre 5 mecs et qu'ils soient d'accord et tout, et voilà, non mais on en rediscute après, je le dis très schématiquement, c'est pour vous faire comprendre l'idée que ça peut être potentiellement un frein, cette toile de confiance, quand bien même c'est quelque chose d'assez intéressant. Et deuxième chose, je terminerai là-dessus, c'est que cette toile de confiance, je disais, elle est intéressante parce qu'elle permet de faire entrer que des membres en qui on a confiance dans cette communauté et du coup d'avoir une communauté qui est stable, qui est résiliente, qui est plutôt solide. Ça, je pense que c'est un atout indéniable, on ne reviendra pas là-dessus. Je dirais que la petite faiblesse, c'est que du coup, ça oblige, entre guillemets, encore une fois, je force le trait hein, pour vraiment faire ressortir l'argument, ça oblige à commercer, à transacter uniquement avec des gens qu'on connaît plus ou moins, directement ou très indirectement, puisque si, mettons, il y a 100 personnes, qu'il en faut 5 pour connaître, etc., si on fait une sorte de toile de confiance, justement, on ne va jamais être très loin de la personne avec qui on va transacter. Donc dans l'absolu, est-ce qu'on a vraiment besoin de monnaie? Quand on est sur une communauté aussi petite, ce qu'on a appelé la filia tout à l'heure, qui est en gros le monde domestique, donc la famille, les amis proches, on peut raisonner sur la base du don contre don. Et le médium monétaire, le signe monétaire, en tant qu'intermédiaire, il n'est pas forcément nécessaire. Il est vraiment nécessaire justement quand on passe ce changement d'échelle et qu'on doit transacter avec des inconnus et qu'on se retrouve sur ce médium monétaire. Donc là aussi, en fait, on a entre guillemets un petit frein au développement parce que finalement, on a une monnaie entre gens qui se connaissent. Grosso modo, encore une fois, je force le trait, je vois des non comme ça partout dans la salle. Donc on va en discuter, ça va être très intéressant. Et voilà, si tu veux dire un petit mot pour finir, moi je dis ce que j'avais à dire. Oui, alors il faut, juste pour les questions de diffusion monétaire, faut que vous ayez en tête aussi qu'il y a ce qu'on appelle en économie des rendements croissants d'adoption. C'est-à-dire que la monnaie, c'est un bien réseau. C'est-à-dire que plus elle est utilisée, plus il y a de personnes qui l'utilisent, plus il y a une probabilité importante que d'autres personnes l'utilisent. D'accord ? Et donc, en général, ce qui se passe, c'est que vous avez des formes monétaires qui vivotent pendant un moment parce qu'elles ne dépassent pas un certain seuil. Et puis, quand à un moment donné, il y a un certain seuil qui apparaît, elle devient de plus en plus utile parce qu'on sait qu'elle va être de plus en plus acceptée. Et là, on peut avoir un basculement très rapide. D'accord, du processus. Donc c'est pour vous dire, si je reprends un peu les arguments de Léo, qu'il faut continuer dans votre stratégie. Enfin, c'est sûr, si vous voulez imposer la June, il n'y a pas de problème, il faut continuer sur le truc par en bas, si je puis dire. Il faut probablement réfléchir à casser un maximum de barrières à l'entrée, que la confiance dans l'objet apparaissent clairement. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit, je suis désolé, hein, il faut que ça soit un peu marketing dans la manière que les gens qui n'y connaissent rien, en entre guillemets rien à foutre, excusez-moi, en viennent à accepter cet outil.
D'accord? Parce que, effectivement, la monnaie, telle qu'elle est utilisée dans les sociétés modernes, c'est-à-dire des sociétés à une immense division du travail entre des gens qui ne se connaissent absolument pas, je ne vous connais pas, mais je serais enchanté de faire votre connaissance, voilà, eh bien, c'est un outil qui a un effet d'anonymisation. Et donc, si vous n'avez pas un processus qui permet cela, c'est-à-dire que vous avez une confiance qui apparaît d'une certaine façon anonymisée. D'accord? Alors, vous avez l'histoire de la blockchain, là, vous avez vu, hein, le Bitcoin, c'est une espèce de, si je caricature, c'est une espèce de machine, d'accord, à fabriquer une confiance dans le truc qu'on appelle Bitcoin, d'accord, entre des gens qui, a priori, ne se connaissent pas forcément, d'accord? Et donc, tout l'enjeu est là, quand on commence avec une monnaie complémentaire locale, ben, c'est beaucoup entre des gens qui se connaissent, mais pour passer à une échelle importante, effectivement, il faut qu'il y ait une reconnaissance très large qui dépasse simplement la confiance interindividuelle. Il ne suffit plus d'avoir confiance en Léo, maintenant il va falloir avoir confiance vraiment dans le fétiche. Vous voyez, on n'est plus dans confiance dans le fétiche et plus simplement dans les gens qui portent le fétiche. Ou en tout cas, confiance dans une institution qui porte le fétiche, peut-être. Voilà, bon, excusez-nous, on a été peut-être un peu long, mais on voulait essayer d'expliquer quelque chose et on serait ravis de discuter avec vous plus amplement. Ça, c'est la thèse de Graeber. Alors, bon, je ne dis pas que c'est ma thèse, hein, mais je trouve que c'est intéressant. Hein, c'est un ouvrage qui est assez passionnant, il y a énormément de détails. Voilà, bon, on en reparlera si vous voulez. Oui, donc c'est un bouquin qui est intéressant, c'est de dire justement que lui, sa thèse, enfin, il y a plusieurs thèses hein, dans le bouquin, mais en tout cas, il y en a une qui est assez intéressante, c'est de dire que les moments où il y a de la monnaie métallique, c'est quand il y a une très grande instabilité politique. Et quand vous avez de la monnaie fiduciaire, c'est quand, au contraire, vous avez une relative stabilité des communautés, vous pouvez avoir de la confiance assez facilement, et donc moins d'instabilité politique et sociale, vous voyez, donc où les choses sont un peu plus ancrées en quelque sorte. Alors que quand ça bouge beaucoup, alors par exemple, comment étaient instaurées les pièces de monnaie en Grèce antique? En fait, ils ont commencé à faire de la monnaie frappée, vous savez, avec l'effigie hein, alors je ne sais pas si c'était des rois, des princes, des tyrans, etc., selon les cités. Hein. Eh bien, c'était des pièces d'or parce qu'on a envoyé tous les soldats massacrer d'autres cités ou d'autres pays, si je puis dire, et il fallait qu'ils aient un moyen de paiement local pour acheter les biens locaux. Et donc, comme c'était de l'or avec un certain effigie, ça pouvait être reconnu comme tel. Alors que quand vous allez avoir un barbare qui massacre et viole à peu près toute la population, la confiance dans le gars va être moyenne. Vous voyez? Alors que dans l'objet fétiche, ça peut fonctionner. Alors, je ne sais pas si la thèse de Graeber est juste, mais je trouve très intéressante. Voilà. Oui, alors il ne faut pas s'imaginer effectivement qu'on a eu des systèmes homogènes monétaires tout le temps, pas du tout. Hein, mais même au début du XXe siècle, ici dans la région Aquitaine, vous aviez quelque chose comme des monnaies locales complémentaires. Et ça n'a jamais vraiment gêné qui que ce soit. Sauf parfois l'État très, très centralisateur qui veut quand même checker les choses, si je puis dire. Mais non, c'est pas quelque chose d'aberrant. Voilà, hein, qui est une... En fait, même on pourrait dire, d'ailleurs c'est le cas de la théorie de Aglietta et Orléans, c'est que la fragmentation monétaire est presque la règle. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une monnaie dans le monde. Il y en a au moins autant que de pays, si ce n'est plus, et vous pouvez même avoir des variantes régionales d'un système monétaire. Simplement, certaines monnaies sont plus diffusées que d'autres, c'est tout. D'accord ? Dans certaines communautés de paiement. Oui, bah, c'était déjà bien dit. Peut-être deux mots. Oui, moi, je suis d'accord sur l'idée que, entre guillemets, je crois que c'est le terme de Liater d'ailleurs. Il parle de polyculture monétaire et de monoculture. Et en effet, la polyculture, pour reprendre son terme, est la règle beaucoup plus que l'exception. J'étais, il y a 2-3 jours, là, à une conférence, il y avait un monsieur de la Banque de France qui parlait et il disait quelque chose qui n'était pas inintéressant. Il disait qu'en fait, finalement, tous les moyens de paiement qui ont été créés dans l'histoire
très peu n'ont pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Donc ils ont un peu évolué sur les formes. Mais si vous voulez, ils ont quand même continué à perdurer. Il prend l'exemple par exemple des pièces de monnaie qui existent toujours alors qu'on pourrait se questionner est-ce qu'aujourd'hui on a encore besoin de pièces de monnaie au XXIe siècle. On peut prendre les billets, la monnaie scripturale, ça marche pareil. Des monnaies locales, il y en a toujours eu. Donc cette idée que la monnaie finalement est un phénomène fragmenté qui s'imbrique à différents échelons, notamment territoriaux. L'idée souvent d'avoir une monnaie à l'échelle nationale et des monnaies complémentaires, ça oui, depuis des milliers d'années, c'est quelque chose qui existe. Parce que c'est des communautés qui sont souveraines, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle régionale, souveraines dans le sens où elles arrivent à se mettre d'accord pour créer quelque chose qui fait consensus entre ces gens-là. Donc à des échelles plus ou moins réduites, il y a des consensus larges, des consensus plus restreints, etc. Et c'est comme ça qu'on a plein de sortes de monnaies qui circulent ensemble. Oui, absolument. Deux choses, sur la question des gros investissements, etc. Là, en effet, c'est la question du changement d'échelle, du passage à une échelle vraiment large qui peut permettre d'avoir des investissements à l'échelle d'une communauté, donc des grosses infrastructures société. Comme le Tractor. Oui, société, j'ai dit quoi? Communauté. Ouais. Bon, on se comprend, ça va. Et sur le change, ça m'a fait penser, là, ce que vous disiez, si on prend l'exemple des lettres de change, les lettres de change, c'est en fait l'ancêtre, d'une certaine manière, de la monnaie de crédit actuelle, de la monnaie dette, quoi. Les lettres de change, c'est des reconnaissances de dette entre marchands, qui ont une maturité par exemple de 6 mois ou d'1 an, et avant qu'elles soient donc remboursées au bout de 6 mois ou d'1 an, elles circulent en fait entre les marchands. Et au début, ces reconnaissances de dette, on avait justement, j'y étais pas, ils avaient ce problème du change. C'est-à-dire que quand ils faisaient, donc c'était à l'époque des grandes foires du Moyen-Âge, donc on se retrouve tous à Lyon, on fait une grosse foire, tous les marchands sont là. Et donc il y a ces lettres de change qui sont des dettes entre marchands qui circulent. Et donc à chaque foire, on faisait un tableau, un grand tableau, il faut l'imaginer un peu comme un tableau d'affichage dans une gare, un gros truc, et on marque chaque monnaie métallique, donc chaque monnaie de prince en fait, donc qui ne sont pas ces monnaies de marchands. Là, il y avait vraiment une distinction très claire entre les monnaies privées, donc lettres de change, etc., monnaie de marchand, monnaie très commerciale, et les monnaies de prince, donc les monnaies plutôt frappées, les pièces, etc. Et on faisait une conversion, à chaque foire, un nouveau taux de change en fait finalement entre chacune de ces monnaies. Et petit à petit, la lettre de change en fait s'est développée au point de devenir aujourd'hui, on pourrait dire la base du système monétaire, parce qu'en fait c'est vraiment ça aujourd'hui, la monnaie actuelle, la monnaie des banques, elle est créée par le crédit essentiellement, il est censé en tout cas être fait pour produire des choses, d'accord? Donc c'est vraiment cette idée que c'est une monnaie privée, une monnaie de marchand qui s'est finalement étendue à toute la société. Mais au début, il n'y avait pas de change, puis il y a eu un change un peu partiel, séquentiel, à chaque fois on faisait un change, et puis finalement ça s'est instauré et ça s'est installé dans le paysage. Alors oui, c'est une très bonne question, la question du taux de change et de la convertibilité des monnaies entre elles. Alors déjà, il faut comprendre que si on reprend la question là, des monnaies privées et de la monnaie publique, si vous me permettez l'expression, l'euro, il y a un taux de change. Il y a un taux de change entre la monnaie qu'il y a dans la banque Société Géniale, pour ne pas faire de publicité, et puis la Banque Centrale Européenne. Ce taux de change, c'est 1. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'euro émis par une banque privée équivaut à l'euro émis par la Banque centrale. Et ça pourrait ne pas être comme ça. Et ça peut ne plus l'être. Pour une raison très simple, c'est que si vous n'avez plus confiance en Société Géniale, le taux de change devient 0. Grosso modo. La convertibilité est modifiée. D'accord ? Alors ça pose plein de questions, la question de la convertibilité. C'est-à-dire que le taux de change aussi... alors déjà, on peut choisir d'avoir des monnaies inconvertibles. Donc par exemple, vous avez des monnaies nationales non convertibles. Ça existe. Le yuan renminbi, pendant très longtemps, a été inconvertible. D'accord ? Et en général, ça sert à quoi ? Ça sert à contrôler le taux de change et éviter qu'il y ait des attaques spéculatives sur la monnaie. D'accord ? Et c'est quand même pas négligeable, okay, pour stabiliser la confiance et stabiliser les relations macroéconomiques. Ensuite, effectivement, si vous avez des taux de change qui fluctuent beaucoup trop, il y a un risque que la monnaie devienne un actif purement spéculatif. C'est le cas du Bitcoin, par exemple. Vous voyez, le Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie, en réalité, c'est devenu un crypto-actif, au sens où c'est plutôt une espèce d'actif de réserve, d'accord, dont on va attendre qu'il se valorise. Et donc, quand les actifs de réserve, comme leur nom l'indique, comme on attend une valorisation, eh bien, on les garde dans la poche et on les revend uniquement pour faire du pognon. Et donc, ça veut dire qu'ils ne fonctionnent plus comme monnaie. D'accord ? Donc, c'est très, très important de bien réfléchir. Alors,
que la communauté réfléchisse à sa règle de convertibilité. D'accord ? Est-ce que c'est une convertibilité 1 à 1 vis-à-vis de l'euro? Est-ce que c'est un taux de change flottant? Alors, pour moi, je pense que quand on est une petite communauté, un taux de change flottant, c'est pas possible. Hein. En général, on est plutôt d'accord on est rarement d'accord en économie, entre économistes, rarement. Mais c'est vrai que pour qu'on s'autorise un taux de change flottant, il faut en général avoir une économie relativement puissante, donc c'est-à-dire un réseau, une profondeur de marché très importante. D'ailleurs, vous voyez, les pays émergents ou les pays en voie de développement ont très rarement des taux de change flottants. Ils ont très souvent des taux de change fixes pour des raisons simples, c'est qu'il y a une confiance beaucoup plus faible dans l'économie de ces pays-là. Et donc, si on laissait un taux de change flottant, il y aurait des risques d'attaques spéculatives permanents. Alors que quand on s'appelle le dollar, enfin les États-Unis d'Amérique, qu'on a la bombe atomique et compagnie, bon, on n'en a rien à branler, on a des taux de change flottants, le dollar c'est ma monnaie, c'est votre problème. Si vous me permettez l'expression, c'était l'expression de Reagan, pardon, excusez-moi. Donc vous voyez, donc ça se discute, c'est très important en fonction du type d'économie que vous avez. Le régime de change est une question à part entière du régime monétaire. Il ne faut surtout pas la mettre à part parce que ça peut bouleverser pas mal de choses. Il y a des économies nationales qui ont été ravagées parce qu'on a choisi des régimes de change délirants. L'Argentine, quand elle a choisi un régime de caisse d'émission, un currency board, alors c'est un régime très rigide de création monétaire dans lequel l'État est obligé d'être en excédent commercial, excédent courant, pour pouvoir avoir une création monétaire nette, eh bien, dès que vous êtes en déficit commercial, c'est le pataquès. Et là, ça ne marche plus du tout. Bon, là, vous n'en êtes pas là, je pense, avec la June, mais c'est pour vous dire que c'est quand même une question très importante, ne serait-ce d'abord au départ pour stabiliser la confiance dans le fétiche, pour qu'on y croit vraiment, et ensuite pour pouvoir régler, excusez-moi, la balance commerciale avec les autres communautés. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit, en fait. Moi, peut-être je rajouterais un petit truc pour relier ça à la question de la souveraineté. Ça me rappelle une discussion justement qu'on a eue avec Millicent à une certaine occasion. On parlait du change entre la June et l'euro. On parlait, je crois que c'était un festival ou quelque chose que vous aviez organisé. Vous vous posiez la question, est-ce qu'on doit mettre un change ou pas? Et là, typiquement, ça fait venir la question de la souveraineté. Ce que tu m'avais dit à ce moment-là, c'était si quelqu'un veut se lancer finalement et organiser le change, et même pour le pérenniser à terme, eh bien très bien, s'il y a des gens qui ont de l'énergie, qui sont motivés à le faire, qu'ils le fassent. Ben ça, c'est une vision de la souveraineté très originale, mais c'est une question de souveraineté fondamentalement. Ça veut dire que quelqu'un, de manière autonome, qui décide que c'est bien de faire ça et qui prend le temps de le faire, peut le faire. C'est-à-dire que là, c'est une souveraineté, j'ai envie de dire, un peu... je n'ai pas le terme, mais il n'y a pas un organe au-dessus qui décide. Voilà, libertaire, on pourrait dire que ça s'applique assez bien. Mais c'est de la souveraineté, quand bien même c'est une vision très libertaire de la souveraineté. Donc vous voyez, après la question, c'est comment finalement maintenant la communauté de la June, par exemple, sur la question du change, comment elle va débattre, comment elle va s'organiser, comment elle va décider de créer ou de ne pas créer du change. Si elle crée du change, quel type de change? Tout ça, c'est des questions politiques, c'est des questions de souveraineté. Donc, vous voyez, on recolle en fait avec ce qu'on vous a dit un peu tout à l'heure sur l'importance de penser les choses dans ces termes-là, en fait. Bon, alors ça tombe bien puisqu'on écrit là-dessus avec Léo un papier sur la blockchain et compagnie. Et effectivement, l'idée qu'on essaie de défendre, c'est que le projet de la blockchain, qui est donc de supprimer, en fait, comme vous le disiez, un support physique, enfin disons tangible, disons plutôt, de la monnaie, parce que c'est toujours physique, c'est quand même des bits, etc. Et puis il faut de l'énergie pour faire... Voilà, bon, voilà, c'est pas non physique, mais en tout cas non tangible. Effectivement, la blockchain, l'idée, c'est quoi? C'est d'une certaine façon de fusionner les trois formes de confiance dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, on va créer une espèce d'algorithme qui a une confiance, sur la base de la confiance méthodique, va générer de la confiance hiérarchique et éthique. D'accord ? En se mettant d'accord selon le type de crypto-monnaie sur la règle d'émission. En fonction de la règle d'émission, vous allez avoir une confiance éthique différente. D'accord ? Et l'idée, c'est de se passer, finalement, enfin, ils appellent ça l'holacratie, enfin bon, en tout cas,
quelque chose sans tiers de confiance, sans autorité qui fait autorité. Voilà. Bon. Alors, dans le Bitcoin, étant donné la manière dont l'algorithme de minage a été programmé, paradoxalement, au départ, c'était pour supprimer cette confiance hiérarchique, mais comme on a un mouvement finalement de concentration du minage, on se recrée une forme de confiance hiérarchique et donc de banque, si vous voulez, hein, parce que c'est des immenses usines avec des ordinateurs qui tournent en permanence. Mais ça ressemble beaucoup à des banques, hein, en fait, d'une certaine façon. Voilà. Bon, il n'y a pas des créations monétaires par le crédit, hein, pas encore. En tout cas, ça pourrait très bien venir. Par exemple, vous avez, je ne sais plus quelle plateforme est en train... Ouais, Coinbase, voilà, qui a obtenu, qui veut ou qui a obtenu la licence bancaire. Donc, c'est pour vous dire que ça partait d'un projet d'abolition de la confiance hiérarchique et elle s'est recréée. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas aussi simple que ça de dire on veut abolir la confiance hiérarchique. Ça peut revenir de... Ce qu'on a viré par la porte peut revenir par la fenêtre, quoi, si on n'a pas bien pensé les choses. D'accord ? Il y a une autre difficulté qu'on évoque dans l'article, c'est la question de ce qu'on appelle les forks, c'est-à-dire bon, pour faire très simple, la division en deux, le schisme, voilà, d'une blockchain. Ben ça montre qu'il y a un problème. Le schisme est l'expression d'une souveraineté qui n'a pas pu trouver consensus, en fait. D'accord ? À partir de ce moment-là, vous avez fragmentation monétaire, comme on peut avoir fragmentation monétaire du jour au lendemain entre l'euro et puis des monnaies nationales ou des monnaies locales. C'est le même processus. D'accord ? Ce qui veut donc dire que ce n'est pas parce que vous avez instauré, il ne suffit pas finalement d'instaurer un algorithme pour supprimer cette question politique finalement de la définition des règles communes, etc. C'est simplement le médium de cette, comment dirais-je, de cette décision politique. Et finalement, c'est une communauté, la blockchain. D'accord ? C'est des gens qui se disent, bon voilà, on va faire des monnaies crypto, etc. Bon, est-ce que sur la suppression des monnaies physiques, alors là, je vais parler pour moi, mais je ne sais pas ce que tu en penses, donc on va donner chacun notre... Je ne suis pas absolument contre, je ne suis pas absolument pour. Voilà, entre guillemets, ce n'est pas pour moi quelque chose d'absolument fondamental, clairement. Voilà. Ce que j'aurais tendance à dire, c'est qu'il vaut mieux avoir plusieurs systèmes de paiement. Parce que quand vous en avez un qui est en difficulté, il y a un report qui est toujours possible. Alors ça, c'est une tension qui est vraie dans tous les systèmes de paiement, c'est qu'il y a une tension entre la tendance à la centralisation. Alors quand vous avez un truc centralisé, homogène, etc., ben, ça limite a priori les problèmes si tout le monde est d'accord, mais dès qu'il y a des scissions, si je puis dire, ça va foutre le bordel. Donc il faut toujours avoir peut-être une certaine pluralité des systèmes de paiement. Donc pour moi, je ne suis pas absolument favorable à l'abolition des paiements physiques, hein, d'autant plus que finalement, les billets de banque, c'est la seule monnaie publique. Hein, donc je ne verrai pas pourquoi je n'aurais plus qu'à utiliser de la monnaie privée. Alors on pourrait très bien se dire, bon, on peut créer une monnaie publique digitale. C'est un projet, hein, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux, c'est réfléchi, etc. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais pourquoi pas. Donc ça, on en avait discuté, si tu veux prendre la parole là-dessus. Peut-être pas énormément m'étendre, mais je suis assez agnostique aussi hein, sur cette question de la disparition du cash. Donc deux remarques. Donc déjà sur le fait que c'est déjà dans les tuyaux, on a la Banque des règlements internationaux, donc la BRI, la banque des banques centrales si vous voulez, hein, qui a déjà bossé dessus depuis 2016, la Banque centrale en Angleterre aussi en 2017. Là en 2018, on a eu la Banque d'Espagne, la Banque de Suède. Donc on a déjà 4-5 grosses institutions qui travaillent à développer donc, des monnaies digitales, donc des monnaies non physiques, hein, ce qu'ils appellent du digital cash en fait. Hein. Donc l'idée d'avoir une monnaie qui demeure publique comme le billet, mais qui soit sur un support digital. Donc on garderait quand même les propriétés de la monnaie entre guillemets publique. On changerait finalement, c'est comme quand on change la tronche du billet de 20 €, quoi. D'accord ? C'est finalement on change que l'apparence, on garderait les mêmes propriétés du truc. Donc voilà, sur ça, j'ai peut-être pas... on peut évoquer le positive money, là, le dividende universel, là, parce qu'il y en a qui réfléchissent à ça aussi. Ouais, je t'en prie. Ouais. Oui, bah, alors il y a un truc à réfléchir aussi, c'est sur l'histoire du dividende universel, c'est que si vous faites une monnaie publique digitale,
ça peut faciliter les choses assez facilement. Pourquoi? Parce que ça va obliger à ce que tous les citoyens aient un compte à la Banque centrale. Et donc, de ce point de vue-là, vous pouvez avoir du dividende monétaire très facilement. Oui, mais qui décide? Ça va être encore les mêmes. Ah, c'est une stratégie par... Non, mais ça, c'est si jamais vous avez... Là, et bien évidemment, je dis si vous avez le pouvoir. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'on l'a. Hein. On est bien d'accord. Ah oui, après, la politique, tout demeure possible. Hein. C'est Keynes, un économiste, il disait qu'on était dans un monde d'incertitude radicale. Et sur ça, il avait fondamentalement raison. C'est qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain ni après-demain. Donc, tous les horizons restent toujours ouverts. Peut-être juste pour ne pas oublier là, la question sur le taux de... moi j'étais assez à la base, quand la première fois qu'on a commencé à parler de la disparition du cash assez sérieusement, ça fait quelques années qu'on en parle, j'étais assez contre parce que justement le cash c'est encore un des derniers moyens qu'on a d'avoir des échanges entre guillemets privés, secrets, voilà, des interactions qui ne sont pas surveillées d'une certaine manière. Mais en effet avec le développement maintenant de la cryptographie qu'on a là depuis une bonne dizaine d'années, je ne doute pas qu'on puisse avoir voilà, du digital cash qui soit quand même dans une certaine mesure respectueux d'une certaine vie privée. Du coup, je rebondis. Comment? Comment est-ce qu'on les écoute? Bah, comme du cash normal. Hein. À partir du moment où c'est comme un billet mais digital. Hein. Donc il a cours légal, c'est-à-dire que c'est une monnaie qu'un commerçant ne peut pas vous refuser. Aujourd'hui, vous allez avec un billet de 10 € dans n'importe quel commerce, on ne peut pas vous le refuser. Mais ça serait exactement pareil avec un digital cash qui viendrait de la Banque centrale, parce qu'il y a cette autorité souveraine qui impose. Donc après, ça se discute. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Sur le taux de change, juste les réserves de change, je ne suis pas expert en la matière, mais en gros, quand on a un régime en taux de change fixe, dire qu'on pose un prix. Et ça veut dire qu'à ce prix-là, on peut assurer normalement toutes les quantités, en gros. Donc il faut y regarder. Donc dans l'idée, quand on a un régime de taux de change fixe, on est obligé d'avoir un certain nombre de réserves de change, déjà du point de vue, mécaniquement, quoi, pour pouvoir assurer son taux de change. Et deuxièmement, on a besoin d'avoir des réserves de change pour des raisons de confiance. Si vous prenez un pays comme la Russie, j'ai regardé, ça fait 1 an que j'ai regardé, donc ça a dû un peu évoluer, mais l'ordre de grandeur est grosso modo le même. Ils ont des réserves de change qui sont beaucoup trop gros, inutilement grosses en fait. Mais c'est pour être sûr que le rouble soit pas attaqué. C'est une garantie contre la spéculation. C'est une garantie en fait pour les gens qui utilisent le rouble. Ils se disent quoi qu'il arrive, nous notre banque centrale elle est costaude. On a 1 an d'importation en réserve de change, donc on est peinard. Donc c'est aussi pour générer de la confiance et se protéger. Donc je trouve que ce n'est pas complètement délirant de penser à un digital cash de la Banque centrale, c'est-à-dire que vous ayez un compte à la fois dans une banque dite privée et un compte en digital monnaie publique, disons, à la Banque centrale. Ça ne serait pas complètement aberrant, justement, pour éviter ces problèmes de ruée bancaire sur une banque particulière ou plusieurs banques, parce que quand il y a eu la crise de 2008... on n'est pas passé loin du gros pataquès. Hein. Donc voilà. Et, à mon avis, il faut avoir plusieurs moyens de paiement. Et alors, je termine, je redonne la parole juste après. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est qu'il faut voir aussi qu'il y a beaucoup d'habitudes et là aussi de croyances hein, dans l'usage soit des espèces, soit du cash. Par exemple, je suis assez fasciné du fétichisme des billets de banque en Allemagne et au Japon. On utilise énormément les billets de banque, on paye beaucoup en cash, et ici en France, c'est-à-dire c'est de moins en moins, et en Suède quasiment pas du tout. Vous voyez, donc là, il y a quand même des dimensions culturelles, historiques, qui font que, bon, il faut un peu s'adapter quand même aux contextes locaux et à la perception qui n'est purement spéculative, hein, je veux dire purement routinière, etc. Mais c'est toujours dangereux de vouloir imposer un seul signe monétaire à tout le monde si tout le monde le refuse. Parce que c'était ce qui s'était passé avec les assignats révolutionnaires. On a voulu imposer un truc, sauf que 80 ans avant, il y avait eu quelques problèmes quand on avait imposé le système de l'eau. Et donc, les gens n'ont pas accepté les assignats parce qu'ils s'étaient rappelé que c'était caca-boudin quand on avait fait le système de l'eau. Donc, voilà. Toujours avoir une petite... moyen de sortie, si je puis dire, pour que la centralisation ne soit pas trop grande. Il faut ni une trop grande fragmentation, ni une trop grande centralisation. Donc il faut un espèce de système hybride, je dirais. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. D'ailleurs, dans le cas d'un blackout, mettons, qui se généraliserait, qui durerait, qu'est-ce qui resterait? En monnaie, pas grand-chose. Hein. Il resterait quelques monnaies locales qui ont des supports physiques, voilà, des billets de papier, en gros.
Il resterait voilà, les pièces et le billet, mais ça représente, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est M1, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, c'est même pas 10%. Donc voilà, la masse monétaire, elle serait... 10% de la masse monétaire. Donc ça, c'est un vrai problème. Ouais. Mais il faut voir comment. Ça permet de se nourrir en fait pendant 2-3 jours. Voilà, c'est ça. Mais il faudrait recréer d'autres choses très vite. Mais de hein. toute façon, je dirais même que se recréerait quelque chose très vite. Il faut bien que vous ayez comprendre. C'est-à-dire que par exemple, quand il y a eu la crise russe, le rouble s'était complètement effondré, l'hyperinflation, etc. On a vu se développer alors, soit du troc, alors c'était pas vraiment du troc parce qu'il y avait une unité de compte, hein. La monnaie c'est d'abord une unité de compte, hein, donc il y avait quand même une unité de compte, mais des monnaies alternatives. Bon, des fois ça peut être les cigarettes, ça peut être n'importe quoi, ça peut être le papier cul ou ce que vous voulez, hein, je veux dire des billets de Monopoly. À partir d'un certain moment, quand il n'y a plus rien, ben on dit bon ben voilà, il va falloir qu'on se mette de fait. Une partie de la communauté va se polariser sur un signe qui va faire plus ou moins consensus et on va utiliser ça. Donc c'est pas mal finalement d'avoir déjà des espèces en circulation qui puissent prendre le relais en cas de blackout. Voilà. Donc là, on est sur un premier, je pense, enfin au premier ou deuxième, je connais pas bien l'histoire, on pourrait regarder plus précisément, mais disons que c'est le premier. Ça serait un premier changement de seuil qui permet d'avoir une première masse critique, voilà, de commencer à bien faire circuler. Le changement de seuil d'après, c'est plus 1500 personnes. Après, pour qu'une monnaie vraiment circule massivement, par exemple, dans un pays, ça en compte en millions après. Et c'est là où la question des 5 personnes et tout peut être problématique, mais ça, c'est des choses que c'est, entre guillemets, à la communauté de la June d'en décider, quoi. Nous, c'est pas notre affaire. Donc sur la distance, c'est bon. Sur les bons, tu peux dire, mais en gros, c'est une dette de... En gros, c'est l'État qui dit, je distribue ces bons qui sont comme une avance, ça vous permettra de me rembourser après quand vous payerez mes impôts, quoi. Donc c'est comme un bon pour payer ses impôts dans le futur, quoi. Alors la concentration du pouvoir, elle ne baisse pas forcément parce que en fait, ce qui a tendance à se passer quand vous avez une monnaie de plus en plus anonyme, en quelque sorte, c'est qu'effectivement, elle va être captée par des institutions centrales en général, plutôt, hein, qui, elles, vont obtenir le capital symbolique de faire crédit, quoi, hein, c'est ce que je vous ai dit avec les banques privées. Donc en réalité, la diffusion telle qu'elle a existé jusqu'à présent, ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas changer. Donc, si j'ai bien compris, le projet de la June, c'est justement d'éviter ça. D'accord ? Jusqu'à présent, ça a plutôt été, à mesure que ça s'étend, que ça a eu pour effet de concentrer le pouvoir dans ceux qui apparaissaient comme étant dépositaires du capital symbolique. D'accord ? Du crédit, quoi. Hein, donc ça, évidemment, on peut... Moi, je pense que c'est assez intéressant, hein, le projet de la June de ce point de vue-là, d'avoir une création monétaire, enfin un dividende universel, etc., pour ce truc-là. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué de dire qu'à un moment donné, il ne va pas y avoir reconcentration du capital symbolique, parce que ce n'est pas qu'une concentration du capital argent. Alors évidemment, quand vous avez du capital argent, ça facilite, si je puis dire, la concentration de capital symbolique, mais à un moment donné, l'accumulation de capital symbolique peut passer par bien d'autres choses que par le capital argent. Et donc, ça va dépendre effectivement des règles sociales que se donne une société, hein, et puis de la manière dont, effectivement, le pouvoir est partagé. Voilà, hein, tout simplement. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire que vous allez avoir, avec une certitude absolue, même en mettant le projet que vous avez en tête, qui est à mon avis très intéressant, d'une monnaie décentralisée, sans espèce d'autorité centrale, etc., ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir à un moment donné, pour X ou Y raison, une forme de prestige qui va apparaître chez quelqu'un, chez Millicent par exemple, hein, qui va devenir le nouveau banquier central. Voilà. Il y a quelque chose qui se développe pas mal là sur la blockchain d'Ethereum, c'est qu'ils appellent des nations décentralisées. Et ça, c'est un truc que vous devriez peut-être jeter un coup d'œil, ça vous intéresserait. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser la blockchain non pas pour enregistrer des transactions comme le fait le Bitcoin, mais pour enregistrer, enfin, ou plutôt mettre en place ce qu'on appelle des smart contracts. C'est-à-dire des contrats, si vous voulez,
qui s'exécutent automatiquement, et notamment des contrats entre guillemets constitutionnels. L'idée, c'est de créer un marché de la Constitution, et que chaque personne vienne adhérer en fait à la Constitution qui lui sied, et que vivant dans sous l'empire de cette Constitution qui lui convient, puisqu'il l'a choisie, mais il en accepte les règles, etc. Il utilise la monnaie qui va avec, etc. Donc sur cette idée de comment on fait de la décision de manière décentralisée, peut-être qu'il y a des choses à aller piocher là-bas au niveau de comment on s'organise, comment on décide ensemble, en étant chacun à un bout du monde, toutes ces choses-là. Et ensuite, une fois qu'on a décidé des bases, donc de la Constitution, entre guillemets, et bien ensuite on peut décider de tout un tas de règles qui viennent un peu en dessous, quoi, dans la hiérarchie des normes, entre guillemets, comme on dirait pour le droit actuel, quoi, Constitution, des lois, des décrets, etc. Enfin voilà, tout est possible après au niveau de l'organisation. Et là, la blockchain, peut-être que ça peut être une invention technologique qui a un ressort politique assez intéressant pour des choses comme ça. Ouais. Je complète juste un tout petit peu, c'est que en fait, on n'a pas prononcé ce nom-là jusqu'à présent, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la monnaie, c'est un bien commun. D'accord ? Qu'est-ce que je veux dire ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est défini de façon collective. Et ça n'est pas d'abord les pièces, les moyens de paiement, la monnaie. C'est l'unité de compte. Ce qui définit la communauté, c'est une unité de compte. Et vous pouvez très bien échanger sans support physique, etc., si vous avez une unité de compte. Ou crédit mutuel. Voilà, ou des crédits mutuels. Le support physique, c'est qu'un moyen parmi d'autres de faire circuler ces paiements et ces dettes-là dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, on dit, ben voilà, un tel doit un tel, etc. Ben voilà, donc on a le tableau, ou alors on a l'ordinateur, et ça marche. Voilà, il faut juste se mettre d'accord sur cette unité de compte. Mais comme c'est un bien commun, il doit se définir en commun. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui vont avec, etc. Il y a un code monétaire, pour dire les choses bêtement. Voilà. Et donc, on revient à cette histoire, je finis, d'éthique, enfin de confiance éthique. Il faut qu'il y ait ça pour que ça fonctionne. Voilà. Plus le reste. Voilà, merci beaucoup en tout cas.